Je conduis des voitures depuis 40 ans. Si vous avez un moment, je vais vous dire tout ce que j'ai appris. Vous voyez, pendant tout ce temps, on se rend compte que lorsqu'on achète une voiture ou un camion de marque nationale, généralement à bas prix. C'est abordable, mais abat beaucoup de travail et coûte peu à réparer. Vous achetez une voiture asiatique, des Honda, des Toyota, elles ne sont pas chères, elles sont abordables, elles sont fiables et elles dureront éternellement. Vous achetez un véhicule européen, il sera beaucoup plus intéressant à conduire, amusant et excitant. Mais ça va coûter très cher à entretenir. D'accord, je sais que c'est une affirmation très généralisée. En 40 ans, j'ai appris bien plus. Je pourrais vous demander ce que vous savez et avez appris sur l'industrie automobile. Et cela s'en éloigne probablement nettement. En fait, les choses que j'ai apprises récemment vont bien au-delà de ces attentes ou suppositions généralisées. Vous voyez, parce que les modèles des marques nationales, il fut un temps où ils étaient le véhicule bon marché et abordable. Eh bien, les choses ont changé. Ils ne sont plus abordables et ils ne sont certainement plus bon marché. Ils tombent aussi en panne comme tout ce qui est européen. Et maintenant, ce que j'ai réalisé, c'est que beaucoup de véhicules européens sont, dans de nombreux cas, même plus fiables que beaucoup de modèles nationaux. Je n'aurais jamais pensé non plus qu'il viendrait un temps où des voitures comme les Toyota, Honda, Mazda auraient des problèmes de fiabilité, qu'elles seraient plus complexes que les Jaguar ou Range Rover d'autrefois. Mais les choses ont beaucoup changé. Et pendant tout le temps où j'ai conduit, j'ai réalisé que les voitures répondent aux critères des gens de différentes manières. J'ai appris en chemin que s'il existait une voiture qui faisait tout parfaitement, on ne verrait qu'une seule voiture sur la route, mais ce n'est pas le cas. Tout le monde admire ces nouvelles Kia Stinger. Regardez-moi ça. Super véhicule. Pourquoi tout le monde n'en achète pas une ? Parce qu'il y a de nombreux excellents choix sur le marché. Toyota, si le RAV4 est l'incarnation de la perfection, pourquoi tout le monde n'en achète-t-il pas un ? Parce qu'il y a du choix. Range Rover, l'incarnation du luxe. Si vous êtes une personne d'affaires riche et fortunée, vous avez les poches profondes. Pourquoi n'achetez-vous pas uniquement ce véhicule ? Beaucoup diraient que c'est probablement le seul véhicule que vous voudriez posséder. Vous voyez, mais j'ai possédé plus d'une centaine de voitures, camions et SUV dans ma vie. Voitures de sport, voitures inutiles, véhicules utilitaires. Et pendant tout ce temps, j'ai appris que chaque véhicule a ses particularités. Les camions, si tu dois transporter des marchandises, le camion va faire le travail pour toi. Mais qui aurait jamais pensé ? Des constructeurs comme ceux du Japon, Toyota, Nissan, créeraient des camions qui rivaliseraient et seraient plus fiables. Et qui feraient un meilleur travail que ce qu'on voit même chez Ford, General Motors, Dodge, Ram. Vous voyez, on n'aurait jamais pensé arriver à un point où maintenant un pick-up Dodge coûte plus cher qu'une BMW haut de gamme. Eh bien, les choses ont vraiment changé. Le monde a totalement changé. Voyez-vous, parce que maintenant, ces fabricants, eh bien, autrefois, ils étaient malins. Ils fabriquaient des produits qui offraient une certaine forme de valeur. Et une chose que j'ai apprise, c'est qu'il suffit de comprendre quelle est cette valeur. Avez-vous besoin de transporter quelque chose ? Vous voulez avoir l'air cool, riche, luxueux ? Vous faites du tout-terrain ? Vous voulez avoir l'air sportif ? Vous voulez avoir l'air fortuné ? Vous voulez juste aller d'un point A à un point B de manière fiable ? Chaque véhicule a en quelque sorte son propre positionnement, ou du moins c'était le cas avant. Vous voyez, ce que j'ai appris, c'est quoi ? C'est que la frontière est maintenant beaucoup plus ténue. Vous voyez, parce que maintenant vous avez des voitures de sport qui ressemblent à des voitures familiales, d'où les BMW M. Voici un autre exemple classique, Mercedes-Benz C63. C'est une voiture de sport, habillée en costume. Mercedes. Avant, si vous achetiez une Mercedes, cela voulait dire que vous aviez réussi.
Cela signifiait que c'était le summum du luxe, de la performance, du style. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et Mercedes fabrique maintenant des voitures qui sont moins chères qu'une Honda ou une Toyota de gamme premium ou intermédiaire. Alors qu'est-il arrivé à ce marché ? Le marché des voitures de luxe fabrique désormais des voitures grand public. Les constructeurs automobiles grand public fabriquent des véhicules de luxe. Pensez à la Hyundai Palisade et à ce genre de véhicules. Vous pensez à certaines Toyota haut de gamme et aux véhicules quotidiens sophistiqués qui fabriquent désormais plus de véhicules de luxe et la frontière devient floue entre luxe, performance, style et fiabilité au quotidien. Toutes ces choses semblent passer à la trappe. Et vous savez, il y a de nombreuses années, en grandissant, quand j'ai commencé à conduire, je crois que c'était il y a longtemps, je ne sais pas, je pense que c'était au début, enfin probablement au milieu des années 80, quand j'ai eu mon permis de conduire pour la première fois, j'ai commencé à conduire des voitures bon marché. Vous voyez, une chose que l'on apprend en cours de route, c'est que quand on achète une voiture bon marché, beaucoup de gens pensent « Eh, c'est une super affaire ». C'est une autre chose que j'ai apprise en cours de route. Beaucoup de gens pensent qu'une voiture bon marché est une bonne affaire. Mais en général, une voiture bon marché, c'est tout le contraire. C'est la dernière chose que vous considéreriez comme une bonne affaire. Posez-vous cette question. Je l'ai compris à mes dépens. J'ai conduit et acheté des voitures d'occasion que je croyais être de bonnes affaires. J'ai acheté une petite Fiat. À l'époque, ça semblait être une super affaire dans les années 80. J'ai découvert qu'il avait un joint de culasse cassé, un embrayage à changer, des roulements de roues fichus et nécessitait des milliers de dollars de réparation. À l'époque, je croyais que c'était une bonne affaire. J'ai aussi réalisé que je pensais qu'une bonne affaire se traduisait par une BMW avec un kilométrage relativement bas. J'ai vite découvert après coup que la façon dont un véhicule est entretenu représente bien plus ce à quoi on peut s'attendre pour l'avenir de ce véhicule que le kilométrage lui-même. Vous voyez, beaucoup de gens supposent qu'un faible kilométrage signifie que vous allez obtenir un véhicule de qualité. Mais j'ai vu des gens lors d'un autocross au volant d'une 911 faire sauter un embrayage en seulement 100 km simplement en emmenant leur voiture sur circuit. Vous voyez, une bonne affaire est rarement vraiment une bonne affaire. Et comme beaucoup de gens le disent, vous avez entendu l'adage « Une BMW pas chère ou n'importe quelle voiture de luxe, et on peut pratiquement tout inclure là-dedans, est l'une des voitures les plus chères que vous posséderez. » Vous voyez, parce que les gens savent ce qu'ils possèdent, les gens savent ce qu'ils conduisent, les gens savent ce qu'ils ont. Et on peut s'attendre à ce que, s'ils ne sont pas prêts à investir de l'argent, ils vont tout simplement limiter leurs pertes et vendre la voiture. Au lieu de mettre ces milliers de dollars de réparation dedans, soit ils essaient de vous arnaquer, vous ou moi, soit ils se rendent compte et disent « Mais écoutez, en toute transparence, la voiture a besoin de ça, A, B, C, D, E, et je vais la vendre beaucoup moins cher. » Vous voyez, beaucoup d'entre nous pensent qu'une bonne affaire, c'est forcément une affaire pas chère dans l'industrie automobile, mais c'est rarement le cas. Donc il faut vraiment réfléchir à ce que j'ai compris au fil des années. Quelle est la priorité pour votre conduite ? Qu'est-ce que vous cherchez à obtenir de votre expérience de conduite ? Vous voulez quelque chose de luxueux ? Il faut toujours y mettre le prix. C'est l'autre sujet ici, parce que beaucoup de gens partent du principe que... Tu sais quoi ? Je peux m'offrir une voiture de luxe ou une super voiture de sport et je peux le faire à moindre coût. Mais ce que j'ai compris au fil des années, c'est que rien de bon marché ne vaut vraiment la peine d'être possédé, surtout quand il s'agit de voitures. Et quand je dis ça, pour aller d'un point A à un point B, tu pourrais acheter une voiture pas chère. Je veux dire, tu pourrais acheter une vieille Corolla usée qui a encore 150 000 miles à donner sous le capot. Est-ce que ça vaut le coup d'en posséder une ? Tu vois, pas pour moi. Certains y trouvent leur compte en conduisant cette voiture à 500 $ et en tirant encore 200 000 miles. Mais une chose que j'ai apprise en chemin, c'est que, tu sais, la vie qu'on mène est courte.
Et c'est facile de dire, tu sais quoi, je n'ai pas besoin d'acheter cette voiture bon marché et sale. Je n'ai pas besoin de cette voiture chère. Je n'ai pas besoin de cette voiture de sport. Je n'ai pas besoin de cette voiture de luxe. Tu dois découvrir par toi-même, au fil du temps, ce que conduire représente pour toi. Et en 40 ans, j'ai appris quelques éléments clés de ce que conduire signifie pour moi. Et cela a vraiment entraîné un changement complet d'attitude. Les types de véhicules que j'achète, ceux que je possède et la durée pendant laquelle je les garde sont tous déterminés par mes intérêts personnels. Chacun a ses propres besoins, envies et intérêts. Je suis prêt à payer les frais d'entretien supplémentaires pour une telle voiture. Mais je ne me fais pas d'illusions non plus en pensant que ça va être peu coûteux à l'usage. Vous voyez, beaucoup de gens se trompent facilement et pensent qu'ils peuvent peut-être s'offrir cette BMW série 5 avec, vous savez, ce moteur 6 cylindres biturbo, et ils s'imaginent que la vie sera belle. Et oui, je vais juste en prendre soin et tout ira bien. Mais il y a des forces plus grandes en jeu. Beaucoup de voitures ne sont tout simplement pas de bonnes machines. Mais j'ai appris une chose à ce sujet. J'ai eu des voitures probablement parmi les pires et moins fiables au monde. Mais je l'ai fait en sachant à quoi m'attendre. Vous voyez, personne n'achète une moto Ducati en pensant qu'elle sera la plus fiable. Sinon, pourquoi tout le monde n'achèterait-il pas une Yamaha ou une Honda ? Eh bien parce qu'une Ducati est une Ducati, elle offre autre chose. Sa proposition de valeur, c'est la performance, le style, le son. Voilà pourquoi on achète ce type de voiture. Et c'est ce que j'ai appris. Même si j'apprécie d'avoir des voitures fiables, j'accorde encore plus d'importance à la conduite, à l'expérience. En 40 ans, je me rends compte que je ne suis pas là pour toujours. Aussi, en 40 ans, j'ai réalisé que, vous savez, on passe toute notre vie à se frayer un chemin, à lutter dans la vie, à payer des factures, à acheter des biens de mauvaise qualité. Regardez tous les produits achetés sur Amazon, on dépense de l'argent en ligne en faisant du shopping. Et la seconde d'après, vous sortez votre carte de crédit et ce produit, cette petite boîte arrive devant votre porte. Mais voyez-vous, une chose que j'ai apprise sur les voitures au fil des années, c'est que beaucoup de gens sont complètement indécis et pensent que une Honda est la seule voiture que vous devriez conduire, ou une Toyota ou une Mitsubishi. Pourquoi ? Parce qu'elle est fiable. D'accord, c'est super, elle est fiable. Mais ensuite, vous posez la question, et j'ai déjà demandé ça aux gens, pourquoi achèteriez-vous cette voiture ? Eh bien, elle est fiable et elle me fera économiser de l'argent en entretien. D'accord, eh bien, c'est un très bon argument. Et je ne pourrais pas être plus d'accord. Avoir une voiture qui ne passe pas son temps au garage est un excellent atout. Je n'aime pas que ma voiture passe trop de temps au garage. Je préfère les conduire. Nous avons aussi compris au fil des années qu'on ne peut pas tout prendre pour argent comptant. J'ai eu une Jaguar F-Type qui faisait partie du groupe JLR et elle était plus fiable que certaines Honda que j'ai possédées. Étrangement. Bien sûr, l'entretien et les coûts de service étaient un peu plus élevés, mais elle n'était pas anormalement peu fiable. Aujourd'hui, les gens achètent une Honda par défaut. Ils n'y réfléchissent même pas. Ils partent du principe qu'ils achètent un véhicule de bonne qualité. Mais encore une fois, croire cela est une des plus grandes erreurs. Vous voyez, les gens dépensent là-bas 80 000, 70 000 $ pour des Toyota Tundra toutes neuves, seulement pour découvrir qu'ils ont un moteur cassé. Cela arrive parce que les gens ne font pas forcément leurs recherches. S'il y a bien une chose que j'ai apprise dans le domaine automobile et dans l'industrie automobile, on ne peut pas toujours tout prendre pour argent comptant. Ensuite, demandez-vous quelle est cette proposition de valeur ? Et si cette proposition de valeur est celle qui dit « je veux quelque chose de fiable, je veux que ce soit économique à l'usage », pourquoi voulez-vous que ce soit économique à l'usage ? Quel est le facteur déterminant ici ? Eh bien, c'est parce que cela permet d'économiser de l'argent. C'est ça. Beaucoup de ces personnes à qui j'ai parlé dépensent souvent leur argent pour acheter des produits livrés directement chez elles. Ils le gaspillent dans d'autres dépenses futiles. Et d'un autre côté, il y a des gens qui essaient un peu de mettre de l'argent de côté dans des 401K des CELI, des REER, qui essaient d'économiser pour l'avenir, pour les jours difficiles, pour la retraite un jour.
Et ensuite, ils vont tout dépenser pour une voiture sur laquelle ils n'ont même pas pris le temps de se renseigner ou pour des produits de mauvaise qualité qui arrivent directement à leur porte. Beaucoup de gens ne se renseignent tout simplement pas. C'est ce que j'ai appris au fil des années. Vous ne pouvez pas tout prendre pour argent comptant parce que, après avoir possédé plus d'une centaine de véhicules, j'ai eu des véhicules européens, italiens, Fiat, japonais, Honda, Toyota. J'ai possédé des Ford, j'ai eu quelques Ford, diesel, essence, j'ai eu des Ram, Dodge. J'ai eu des Chevrolet. J'ai eu toutes sortes de véhicules de presque toutes les marques. Et dans de nombreux cas, je partais du principe que la marque réputée fiable allait bien me servir. Et dans de nombreux cas, ces marques réputées fiables se sont révélées être un gouffre financier bien plus important, au point que j'ai fini par jeter le véhicule. Vous voyez, parce que très souvent, on se fie simplement aux apparences. On se fait souvent embobiner, ou on lit un magazine, ou on entend quelqu'un dire « Achète une Toyota, c'est fiable » ou « Moi j'achète une Honda, c'est fiable ». Bien sûr, il y a des Toyota et des Honda très fiables, mais il y a aussi des marques très fiables qui ne sont pas Toyota ou Honda. Cela dit, tout devient tellement cher. Et donc, s'il y a une chose que j'aimerais dire après avoir appris en conduisant pendant 40 ans, c'est que vous devez déterminer ce qui compte vraiment pour vous. Qu'est-ce qui compte pour vous lorsque vous achetez votre prochaine voiture ? Si vous l'achetez parce que vous aimez son apparence, super. Soyons honnêtes. Je veux dire, vous aimez vous sentir bien et sortir pour astiquer votre voiture un dimanche après-midi. Mais si vous aimez acheter une voiture parce que vous pensez qu'elle va tenir, qu'elle restera hors du garage ou de l'atelier de réparation, certaines de ces voitures peuvent ne pas vous convenir ou répondre à vos attentes. Mais il y a beaucoup d'autres voitures qui le feront, et les gens sont influencés pour acheter quelque chose qu'ils n'avaient pas vraiment envie ou qu'ils ne pensaient pas devoir acheter. Ce qui nous amène à un autre aspect de ce que j'ai appris au cours des 40 dernières années, la vanter. Voyez-vous, les vendeurs qui vous vendent une voiture partent du principe que vous êtes là pour dépenser leur argent ou votre argent. Et ils vont essayer de vous faire dépenser autant d'argent que possible. Et les vendeurs vous vendront à peu près tout ce qu'il faut pour maximiser l'argent qu'ils gagnent. C'est un business là-bas, ils cherchent juste à gagner leur vie. Même en facilitant cela, acheter une voiture neuve ou d'occasion chez un concessionnaire aide réellement quelqu'un à gagner sa vie. Maintenant, c'est très bien. Mais vous ne voulez pas non plus qu'on vous embobine et qu'on vous trompe pour acheter quelque chose que vous n'aviez pas du tout l'intention d'acheter. Et beaucoup trop de gens font ça. Une autre chose que j'ai apprise, c'est que les gens vont là-bas sans même avoir la moindre idée de ce qu'ils veulent vraiment. Ils font du shopping, observent les voitures neuves sur le parking, puis cherchent, essaient et font des essais routiers. Tu vois, c'est une autre chose que j'ai apprise avec le temps. C'est l'une des plus grandes erreurs commises. Avant, je faisais ce genre d'erreur. C'est agréable de juste se promener et observer. Dire en entrant dans une concession « Regardez ça, c'est mignon, c'est la pire chose possible. » Le vendeur s'approche de vous et dit « On peut vous aider ?» Vous voyez, je ne sais pas. Je viens juste de commencer à regarder. Je regarde un peu autour, peut-être pour un SUV ou une voiture, et si vous êtes dans très vague, c'est là qu'ils vous tiennent. C'est à ce moment-là que vous allez payer plus que ce que vous aviez prévu. Et c'est là que vous allez probablement vous retrouver avec quelque chose que vous n'aviez pas prévu. Vous voyez, parce qu'au fil des années de conduite, avec toutes les années et les différents modèles que j'ai conduits, j'ai compris qu'il faut simplement trouver soi-même ce qui nous convient. Vous devez savoir ce que vous voulez. Faites des recherches, comprenez-le. Sachez qu'il faut s'attendre à de l'entretien et à des réparations, et que ce ne sera pas parfait. Mais qu'est-ce qui compte pour vous ? Vous voyez, pour moi, ça ne me dérange pas d'acheter quelque chose qui est peut-être un peu moins fiable si ça offre de bonnes performances. J'ai conduit et possédé des Lamborghini ainsi que des Porsche. Et j'ai conduit ces voitures pas parce qu'elles sont fiables, et je ne vais tromper personne. La proposition de valeur, je savais que c'était le son et l'expérience de conduite.
Et beaucoup de gens ne comprennent pas vraiment quelle est cette attente. Ils ne comprennent pas quelle est leur véritable proposition de valeur. S'ils sont vraiment, disons, des retraités et qu'ils savent qu'ils ont un budget très limité, qu'ils n'ont pas beaucoup de revenus, qu'ils ont un revenu fixe et qu'ils ne peuvent vraiment pas se permettre de paiement mensuel. Eh bien, pour eux, cela pourrait vouloir dire une voiture fiable et peu coûteuse à l'usage. Mais quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui arrive, quelqu'un peut-être dans la trentaine ou la quarantaine, vous savez, nouveau dans sa carrière, en pleine ascension, qui porte peut-être un costume tous les jours. Aime se sentir bien, sortir, rencontrer des passionnés d'automobile et aller dans les clubs et rassemblements. Ils veulent sûrement quelque chose de plus voyant et amusant, sans vouloir se vanter. Parce que d'après moi, c'est encore une de ces attentes et de ces idées que j'ai apprises. Il faut toujours acheter ce qui est le mieux pour soi, pas ce qui est le mieux pour les autres qui te regardent passer. Parce que même si ça peut te sembler cool d'acheter ça en pensant que quelqu'un va être impressionné par ce que tu conduis, c'est justement là que beaucoup de gens se font avoir. Et j'ai appris au fil des années à me moquer complètement de ce que pensent les autres. Je préfère plutôt conduire quelque chose qui tient vraiment ses promesses. Comment ça roule, comment ça tient la route, comment ça sonne, comment ça marche. Tu vois, c'est comme ça que je ressens les choses. C'est comme ça que je perçois une voiture, un camion, un SUV, une moto. Qu'est-ce que ça m'apporte ? Pas à un passant qui la regarde, ces gens-là, tu ne les connais pas et tu t'en fiches. Donc ce que j'ai appris, c'est conduis-la pour toi. Ne la conduis pas pour quelqu'un d'autre. Trop de gens se sentent piégés et craignent le regard des autres. Et j'ai totalement réussi à éviter ça. Et ça, c'est une chose. Au cours des 40 dernières années, j'ai pris ces décisions en grande partie selon ma façon de conduire, ce que j'aime, les choses que j'apprécie dans un véhicule. Plutôt que de me fier à ce que dit la presse, quel est le nouveau modèle le plus en vogue de 2020 ? Ou quel est le meilleur nouveau SUV pour 2022 ? Je me moque de la vie des autres. J'écoute, je fais mes recherches, et si ça correspond à ce que je cherche, bien sûr, regardons ça. J'ai constaté que les gens achètent sans vraiment réfléchir et se laissent facilement influencer, surtout sur le marché automobile. Donc une autre chose que j'ai apprise aussi, ce sont les pièces automobiles et les réparations. Et au fil des années, comment j'ai réussi à posséder des voitures comme celle-ci ? Jaguar, BMW, Mercedes, Ferrari, Porsche et j'en passe. J'ai possédé et conduit presque tout. Et comment j'ai fait ça, c'est que, surtout quand j'étais plus jeune et que je n'avais pas les revenus, j'ai compris qu'il fallait trouver comment j'allais pouvoir entretenir ces voitures. Eh bien, tu aurais dû y penser avant, mais pour moi, la priorité, c'était de conduire des voitures amusantes. Et c'était ça ma proposition de valeur. Mais maintenant, comment vais-je vraiment m'en occuper ? Comment vais-je pouvoir payer ces pièces ? Comment vais-je payer l'entretien ? Désormais, tu es le produit de ton environnement. Et tu vois, c'est une chose que j'ai apprise au fil des années. Je suis maintenant le produit de l'environnement dans lequel j'ai choisi d'entrer. C'est-à-dire acheter cette voiture que je trouve fascinante à conduire et qui offre une expérience de conduite tellement merveilleuse. Et donc maintenant, au lieu de laisser le faible coût d'entretien être mon seul moteur et mon seul facteur de motivation, c'est l'expérience de conduite qui est baissé mon facteur de motivation, pas l'entretien. Mais maintenant, en tant que produit de mon environnement, je me rends compte que, d'accord, je n'ai pas des moyens illimités. Je n'ai pas des revenus à 7 chiffres. Je ferais mieux d'apprendre à réparer ce truc maintenant. J'ai cette voiture. J'ai cette Mercedes, cette BMW. Maintenant, je ferais mieux de comprendre comment la réparer. Vous voyez, parce que trop de gens maintenant se laissent prendre à ce jeu où ils veulent fendre le clinquant et le tape à l'œil, puis ils doivent soit s'en débarrasser. Parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre après un été, parce qu'ils achètent cette voiture de sport luxueuse, puis ils réalisent à la fin de l'année qu'il me ferait mieux de s'en débarrasser, parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de l'entretenir, de la stocker, de la faire réviser, peu importe. Et ensuite, quand ils doivent la vendre. Combien de fois avez-vous vu des cas où vous cherchez une voiture et la personne ne l'a littéralement possédée que pendant 1 an ou 6 mois ? C'est hilarant. Ça veut dire une chose. Soit ils se sont trompés sur ce qui valait le coup, soit ils ne pouvaient pas se la permettre. Donc en fait, ce que je réalise, c'est que je préfère largement apprendre à bricoler,
réparer certaines de ces voitures moi-même et garder tous ces coûts d'entretien dans un budget que je peux assumer. Si je ne peux pas me permettre une Bugatti Veyron, je n'en achète pas, même si je peux me la payer à l'achat. Si je ne peux pas assumer les coûts d'entretien, je n'achète pas ça. Mais beaucoup trop de gens se laissent emporter. Ils en veulent plus que ce que leur portefeuille permet. Ils achètent une voiture qu'ils ne peuvent pas se permettre et ensuite ils ont des problèmes. Ou pire encore, ce qu'on commence à voir maintenant, ce que j'ai appris en 40 ans, c'est qu'à l'époque, on achetait comptant ou on prenait peut-être un prêt sur 2 ans pour 250-300 $. Et on avait remboursé cette voiture en 2 ou 3 ans. Et elle était presque neuve. Presque neuve. Mais maintenant, ce qu'on constate, c'est que à cause du coût exorbitant de ces véhicules aujourd'hui, les gens dépensent bien plus qu'ils ne devraient même envisager. C'est beau d'avoir ce superbe nouveau pick-up rutilant ici. On a ce Denali, ce qui est étrange. Les Denali ont généralement le 6.2, mais bon, c'est correct. 5.3, c'est ce qui est indiqué là-dessus. Le fait est que les gens veulent ces véhicules tape à l'œil, ce qui est cool. Mais comment pouvez-vous vous le permettre ? Se retrouver avec de grosses mensualités de crédit auto, c'est quelque chose que j'ai vu et appris au fil du temps. Les gens se retrouvent vraiment dans de sérieux problèmes. Des prêts automobiles sur 84 mois, 96 mois, je veux dire 6, 7, 8 ans pour un prêt automobile. Dès qu'ils sortent la voiture du concessionnaire, à cause de la décote, ils doivent déjà plus que ce que vaut la voiture. Donc maintenant, ils ne peuvent plus la vendre ou ils perdent de l'argent. Et pas seulement de l'argent. Ils doivent en fait donner encore plus d'argent à l'organisme de prêt. Ou bien, lorsqu'ils veulent la faire reprendre, ils doivent en fait ajouter de l'argent en plus de la valeur de reprise de ce véhicule, parce qu'il a maintenant, disons, 3 ans et qu'ils veulent se le changer. Mais comme ils ont contracté un prêt sur une durée aussi longue avec si peu d'apport, ils se retrouvent maintenant dans une situation où ils doivent réellement ajouter de l'argent supplémentaire. Ils prennent cette voiture, ils veulent la faire reprendre et ils doivent en fait rajouter de l'argent pour pouvoir la faire reprendre à sa valeur de reprise. C'est tragique quand des gens se retrouvent à devoir plus que ce que vaut la voiture. Et donc, s'il y a une chose que j'ai apprise en 40 ans, c'est de toujours vivre selon ses moyens. C'est bien de pouvoir se permettre cette voiture de sport, ce pick-up ou ce véhicule de luxe sophistiqué. C'est génial de pouvoir se permettre cela, déterminer ce qui compte vraiment pour vous. Mais s'il y a une chose avec laquelle j'ai toujours vécu, c'est l'idée de toujours vivre selon ses moyens et de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre.